Bonsoir, merci d'être venu. Donc, merci de votre venue ce soir à cette tribune donc, des livres de deux publications récentes. L'une qui vient du Pérou, donc d'une autrice péruvienne qui est venue du Pérou pour nous parler du livre. L'autre livre vient d'une autrice d'origine slovène qui écrit en français sur Buenos Aires. Donc on a un peu de voyage qui nous attend. Et on a décidé finalement d'inverser l'ordre. On va commencer avec Brina Sweet parce que ensuite, après l'intervention d'Irma, je voudrais bien m'entretenir avec son éditrice, Isabelle de Somme, pour qu'elle parle un peu de son travail et de ce que ça signifie et de ce que ça implique de publier des livres latino-américains aujourd'hui en France. J'avais envie de rapprocher ces deux livres malgré leurs différences, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont en commun et qui me plaît, c'est que tous les deux s'inscrivent non seulement dans le réel, ça peut arriver évidemment, mais tous les deux tiennent à nous le dire d'une certaine manière. Il y a le livre de Brina Sweet qui commence avec un personnage qui apparaît du passé. C'est un personnage d'autant plus réel qu'il a déjà servi de modèle à un autre livre qui s'intitule Cocodias sous la porte dorée. Ce personnage Cocodias apparaît au départ du livre et déclenche donc l'écriture de ce livre. On va préciser après, juste pour... ensuite, le livre d'Irma est tout aussi intriguant et intéressant parce qu'il pose comme départ le personnage de Fuchsia, qui est un personnage réel que Vargas Llosa avait rencontré lors de son expédition en Amazonie en 1958, il avait 22 ans, et qui est devenu fameux parce qu'il figure dans le livre sous une forme romanesque qui s'intitule La Maison Verte. Donc ce sont deux livres qui insistent pour dire d'une certaine manière d'où ils viennent, et je pense que c'est justement dans cette zone un peu trouble entre le réel dans lequel les livres s'inscrivent et le travail fictionnel qui est fait par la suite, qui leur donne une densité qui m'intéresse. Donc c'est peut-être là où les deux textes se rencontrent. Donc je voulais commencer avec vous, Brina Sweet, avec votre livre donc, qui s'intitule Adios Buenos Aires, et qui a une ouverture absolument, qui m'a vraiment happé, je dois dire, parce le livre commence avec cette affirmation, je n'écrirai plus sur le tango, pour ensuite, aussitôt, revenir sur ce que le livre promet, parce qu'ensuite c'est un livre qui est évidemment consacré au tango. Et ce qui déclenche l'écriture du livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un coup de fil de ce personnage qui s'appelle Cocodias, qui est un danseur, une vraie personne, qui est un danseur de tango, et qui, lors du coup de fil, annonce à la narratrice qu'un personnage qui s'appelle Ocho vient de mourir. Alors ce personnage Ocho, le chiffre 8 désigne, c'est une abréviation pour, comme l'explique le texte, qui fait référence à un article du Code pénal argentin ou de Buenos Aires qui désigne les proxénètes. En fait, ça compte un peu le personnage, mais ce qui m'intéresse... 840, pour être précis. Mais ce qui m'intéresse dans le livre, c'est que le personnage, le destin ou la vie de Ocho n'apparaît pas du tout. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le décès. Donc c'est un livre qui commence avec un coup de fil, avec l'annonce d'un décès. C'est ça ce qui déclenche l'écriture. Ce n'est pas tellement, oui, Coco m'annonce comme ça, là, presque sans me dire bonjour, comment tu vas. Ocho est mort. Ocho est mort. Mais ce qui était pour moi troublant et très émouvant, c'est qu'il ait dit Ocho, parce que moi je connais son vrai prénom. Et on l'a appelé Ocho. Moi, je l'ai appelé Ocho dans le roman, mais même entre nous, pour le préserver un peu, parce que c'était un grand caïd de la drogue et il était recherché par toute la police de Buenos Aires. C'était quelque chose. Moi, j'avais l'impression d'être dans un film quand on l'a cherché partout. Donc, ce qui m'a vraiment émue, c'est quand il a dit Ocho est mort. Et tout d'un coup, j'étais de nouveau dans mon roman. Pardon. Non, pas du tout, c'était juste... précisément, je voulais juste ajouter à cette ouverture qu'il y a une autre phrase qui est dite par la narratrice, il me semble. Le tango est un territoire de fiction. Et c'est là où je trouve que tout l'intérêt, parce que aussi la fragilité de cette construction romanesque du départ est intéressante. C'est à la fois, donc, on renvoie un personnage réel qui vient de mourir, un personnage réel qui devient... personnage de fiction, donc dans votre livre précède, enfin pas celui qui précède immédiatement, mais qui s'intitule donc Cocodias, encore une fois, ou La Porte
dorée. Et puis, à cette profession de foi, presque le Tango est un territoire de fiction. Donc, ma première question serait, est-ce que c'est un livre, où est-ce que vous situez votre livre? Est-ce que c'est un livre de fiction? Est-ce que c'est un livre, c'est un récit? Je me considère assez romancière, c'est-à-dire j'aime vraiment la fiction, c'est-à-dire découvrir les choses par mon imagination. Et de temps en temps, j'écris des récits. Et ce livre-là, pour moi, est un récit. Même si je l'écris, je pourrais dire avec mon savoir-faire romanesque. C'est-à-dire, je l'écris, je ne vais pas dire comme un roman, parce que tout ce qui est dedans est vrai. Mais vraiment, pour moi, c'est important de dire ça. Et quand je décide d'écrire ce genre de texte, de ne pas inventer. Donc, tous les personnages, les noms de tous les personnages sont vrais. Et tout ce qui s'est passé dedans est vrai, même si parfois, moi-même, j'étais étonnée par tous les hasards, enfin toutes les coïncidences ou les synchronicités, comme dirait Jung, qui me sont arrivées. Mais c'est vrai que pendant ce texte-là, je réfléchis, je me dis, bon, ce n'est pas un roman, c'est un récit, même s'il y a des personnages qui sont, on pourrait dire, assez romanesques. Mais pour moi, c'est clair, c'est un récit qui est écrit avec j'ai assez de bouteilles maintenant pour savoir écrire un roman, mais là, c'est pas un roman. Et en plus, c'est court, c'est un récit. J'aime bien, moi, le récit. J'explique dedans, là, je thématise un peu. Est-ce que c'est un roman? C'est pas un roman? Qu'est-ce que ça veut dire? Même, il y a un personnage, en fait, c'est une personne encore. Une fois, un danseur américain qui a vraiment attiré mon attention, la toute première milonga. Et quand je parle de lui, il est tellement, pour moi, c'est une sorte de métaphore ou même incarnation de quelqu'un de bien, parce que c'est pour ça que je l'appelle Prince Mishkin. Mais après, je me dis, est-ce qu'il pourrait être un personnage de roman tellement il est d'une seule couleur? Mais c'est vrai que je ne le connais pas très, très intimement. Ça rejoint peut-être cette phrase que je citais tout à l'heure, le Tango est un territoire de fiction, parce que c'est peut-être l'endroit ou le moment qui accueille ce genre de... Mais c'est aussi, moi, personnages. Là j'ai un danseur de tango parmi nous, j'aime beaucoup danser le tango, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tout ce qu'on veut, mais je me sens toujours aussi, quand je danse, une écrivaine, c'est-à-dire que le tango est pour moi, un tango est pour moi toujours une occasion de rencontre. Donc chaque personne avec qui je danse est, je dirais presque, un personnage potentiel. Donc, quand je dis un territoire de la fiction, c'est aussi dans ce sens-là. Et même quand on ne se parle pas du tout, je suis de nature je suis très curieuse, j'aime bien parler, mais parfois aussi je n'aime pas parler. Et là, même quand on ne se dit rien, c'est toujours une sorte d'histoire qui est derrière. Alors, ce qui peut-être rajoute à l'épaisseur de ce récit, donc, comme le titre, c'est Adios à Buenos Aires, mais c'est aussi un retour, au fond. C'est le début, il faut peut-être poser en deux phrases. Vous dites au départ, ou la narratrice dit au départ, je ne danserai, enfin, je n'écrirai plus sur le tango. Sur le et puis tango, ensuite, et probablement vous montez dans l'avion et vous allez à Buenos Aires pour la dernière fois. Donc il y a ça, qui est dans la danse. Mais c'est à la fois une répétition et une dernière boucle que la narratrice effectue. Oui, je me suis dit, c'est vrai que pour moi, danser le tango, j'aime beaucoup danser à Buenos Aires, pour moi c'est autre chose qu'à Paris. C'est vraiment autre chose, ça. Une autre histoire. Quand je dis je n'écrirai plus sur le tango, et probablement je n'irai pas à Buenos Aires non plus, et puis finalement j'y vais encore une fois pour dire au revoir à cette ville qui était vraiment importante pour moi, qui était importante pour ma littérature en fait, parce que j'ai écrit plusieurs livres là-bas, et aussi Buenos Aires m'offrait toujours une sorte de miroir, ne serait-ce qu'en allant à la Milonga. Je me souviens au début, là, quand j'avais 25 ans de moi, tout le monde me regardait, c'était facile, tac, tac, tac. Et bien, 20 ans plus tard, c'est
un peu moins facile. Et je me dis, mais c'est ça aussi. Je vieillis, je n'ai plus... j'ai l'âge que j'ai. Et donc, très vite, j'ai compris que c'était aussi... Buenos Aires me tend un miroir, mais c'est aussi un livre sur le vieillissement, comment on vieillit avec le tango. Et c'est aussi un livre, quand je dis adios à Buenos Aires, je dis aussi adios à ma jeunesse. Mais après, bien sûr, je thématise tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être jeune, vieux? Il y a plusieurs fils qui courent. Mais ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que donc, j'arrive à Buenos Aires avec cette idée-là. Il faut que je dise au revoir à la ville, parce qu'en plus, c'est une ville que je connais très bien. Toutes les rues, enfin, tout ça, c'est ma ville, quelque part. Et de l'autre côté, il faut que je dise au revoir aussi à mes Slovènes, parce que donc, je suis slovène, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Visage slovène, qui est un livre sur les Slovènes qui ont émigré, principalement entre deux guerres et après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ceux-là qui sont, j'allais dire, méchants, quelque part, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment les enfants des collaborateurs, des collabos, ceux qui ont signé un pacte avec les Allemands, pas eux personnellement, mais la collaboration slovène. Et moi, je viens complètement idéologiquement de notre bord. Mon père était un résistant. Donc, au début, quand j'y allais les premières fois, je ne voulais rien savoir de ces Slovènes. Je me dis, ce sont mes ennemis. J'exagère un tout petit peu. Hein. Et puis, un jour, je rentre dans un taxi, et le chauffeur de taxi était slovène, et il a commencé à me raconter l'histoire de ses grands-parents. Et là, je suis de nouveau dans la fiction, je dirais. J'étais tellement happée par son histoire, et que je me suis dit, mais en fait, il faut que je m'intéresse à ces gens-là. Donc, j'ai écrit un livre sur eux. Et donc, quand je suis allée la dernière fois, je voulais aussi prendre congé de tous ces gens-là que j'ai rencontrés là-bas. Est-ce que ça confère une certaine responsabilité, écrire sur des gens Absolument, énorme. Énorme. Moi, je me prends... J'essaie vraiment de respecter les choses. Et même, par exemple, pour ce livre-là, Adios à Buenos Aires, le personnage là dont j'ai parlé, que j'appelle Prince Mishkin, je lui ai demandé assez vite, Don, c'est un Américain, est-ce que je peux écrire sur toi? On a commencé à s'écrire et j'ai dit aussi des choses. Mais j'ai cherché, là, je l'ai trouvé tellement une personne formidable, avec une telle bonté en lui, que je me suis dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas être aussi bien. Donc j'ai vraiment cherché. Je voulais qu'un jour il me déçoive à fond, mais non, il a réussi. Mais je lui ai demandé sa permission. Et je lui ai même envoyé ce que je ne fais jamais, quelques passages qui le concernent. Vous dites quelque chose à son sujet que je trouve intéressant. Vous l'interrogez sur ce qu'il fait. C'est un professeur d'économie. Ouais. Et vous lui demandez, vous travaillez sur quoi en économie? Et il répond sur ce qu'on appelle en anglais trust, sur la confiance. Donc, ce n'est pas le trust dans lequel on investit l'argent pour le planquer. C'est la question de la confidence. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, évidemment, qui dépasse le cadre à la fois de la danse, ou peut-être qui incarne même la danse. Le tango, c'est cette notion de confiance que l'on peut avoir dans son partenaire. Et en même temps, c'est pour ça que je dis à un moment, l'abrazo de tango est en fait le dernier lieu aujourd'hui de la confiance, enfin bon, en poussant un peu la métaphore. Vous mentionnez quelque chose qui est récurrent, je pense. Alors, deux choses, peut-être que vous parlez de la milonga, vous parlez de l'abrazo, et à un moment donné, vous parlez aussi du regard, de cette prise de contact qui se fait par les yeux, par un léger mouvement de tête. Ce que je trouve intéressant, la mirada, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a comme une sorte de mise en scène en petit, mais qu'on peut projeter aussi sur la vie, de même que votre pérégrination à travers Buenos Aires, où vous passez un peu par les mêmes endroits, est aussi une sorte de miroir des formes, enfin grossissant de ces mouvements de tango qui répètent et qui varient. Enfin, c'est un jeu de variation et de répétition qui se reflète un peu entre la danse au moment de façon concentrée et ensuite
votre séjour à Buenos Aires, qui est une sorte d'accumulation de rituels, presque on peut dire. Oui, vous oui, avez vos complètement. conversations avec les chauffeurs de taxi, vous avez je suis allé sur Google Maps pour voir que le café dont vous parlez, il existe effectivement, Ah le bah, Varela moi, Varelito. je Je vous vous ai dis pas... que Non, tout non, ce qui est non, dedans est certes, vrai, certes, je là. vous Ah, crois vous sur parole, pouvez, mais juste pour dire, donc il y a vraiment une topographie complètement, mais qui, C'est d'une la certaine première- manière, qu'on peut voir comme une sorte de décalque de ce que vous faites dans la milonga quand vous dansez. bah, Il y a bien quelque sûr. chose qui... Voilà. ah non, non, mais même mes danseurs, ils ont leur vrai nom. Et, mais juste tout à l'heure, je n'ai pas dit complètement jusqu'au bout. Là. Donc quand j'arrive à Buenos Aires, mon intention, c'était pas du tout d'écrire un livre. Je préparais déjà celui que je suis en train d'écrire, enfin que je me préparais moi dans ma tête à écrire un grand roman que je suis en train d'écrire maintenant. Mais après, ce qui s'est passé, et c'est ça qui était assez inattendu pour moi, c'est que vraiment en marchant dans Buenos Aires, tout d'un coup, j'ai l'impression que le titre de ce livre, que je n'aime pas particulièrement, même si après tout tombe bien, mais tombé comme ça, là, Adios à Buenos Aires. Voilà, qu'est-ce que je fais avec ce titre? Et après a commencé ce que moi j'appelle une série de petits miracles quotidiens, c'est-à-dire que chaque jour m'arrivait quelque chose, mais vraiment comme des petits événements qui pour moi étaient assez étonnants. Comme si quelque chose me poussait dans l'écriture de ce livre. Et jusqu'au mon dernier chauffeur de taxi, je n'étais pas sûre d'écrire quelque chose là-dessus. Puis là, à un moment, je me suis dit, mais oui. C'est-à-dire, c'est un livre qui cherche à retarder aussi. C'est Ouais. ça ce qui est évidemment émouvant. Hein. Donc c'est une collecte de moments, de conversations, de perceptions. Il y a la silhouette d'une femme que la narratrice, j'hésite toujours Non, à dire vous vous, pouvez me mais dire vous, c'est vraiment donc moi, sur le balcon ou la terrasse de la maison d'en face. Ouais. Donc il y a un certain nombre Je l'ai de... prise en photo même, je me dis, c'est... enfin. Il y a un certain nombre de points fixes qui vous servent pas de boussole, mais enfin ce sont des sortes de pylônes sur lesquels le livre se construit. Vous parliez tout à l'heure du vieillissement et du changement que l'âge apporte. Vous avez une phrase très forte qui m'a... alors, ça m'a fait penser à Houellebecq, ça vous plaît peut-être pas, mais il dit à peu près la même chose. Vous dites, je cherche la phrase... Vous mettez en tout cas en parallèle la forme physique de la narratrice ou de vous et le souffle de l'écrivaine. C'est-à-dire, c'est comme si... Et Houellebecq dit ça à un moment donné, c'est que depuis qu'il sent les conséquences de sa consommation de cigarettes, ses phrases deviennent plus courtes parce qu'il ne peut plus, il n'a plus le souffle et là, il y a quelque chose une corrélation entre la respiration et la danse et l'écriture qui m'intéresse. Est-ce que vous la percevez comme ça, cette corrélation? Est-ce que vous la... non. Non. Non, mais c'est une... Voilà. Mais vous l'avez écrit. En même temps, vous l'avez écrit. Oui, mais en même temps, moi, ça m'étonne. Je trouve ça toujours formidable qu'un texte offre autant de lectures. Donc, je suis toujours très intéressée par les réactions. Alors, Lecture. une autre citation pour le coup qui vient de vous, pas de moi, c'est Kundera qui me paraît tout à fait centrale. Kundera que vous citez, qui parle de alors je l'ai noté aussi pour être précis, Kundera, il y a une distance infinie entre ce que l'on pense de soi et ce que l'on est en réalité. C'est une phrase extrêmement forte et c'est peut-être aussi une sorte de boussole souterraine de ce livre. Complètement. Et je le cite plusieurs fois. Parce que là, je parle de mon cas, là, quand je me suis décidée d'écrire à la première personne, donc de faire un récit autobiographique, cette phrase est très importante pour moi parce que je me dis, j'essaie de trouver une sorte de sincérité, c'est-à-dire, même si je sais que la sincérité, ce n'est pas du tout une catégorie littéraire ou esthétique, mais c'est entre moi et moi. Donc, ne pas me raconter d'histoire, me dire, rester à une bonne distance par rapport à moi. Ne pas dire, je suis la plus belle, je ne sais pas quoi, là, je suis ce que je suis. C'est pour ça que... Mais la littérature sert aussi à ça, à oui.
prise de conscience, je vois Oui. ce rapprochement, disons, de la voix, de ce qu'on pense de soi et de ce qu'on constate à travers l'écriture. J'essayais de ce qu'on peut garder être. une voix la plus possible qui me ressemble, de ne pas me rendre quelqu'un que je ne suis pas. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais pour moi, c'était, comme vous dites, une sorte de boussole. Oui. Je voudrais quand même revenir, parce que j'ai l'impression que peut-être vous ne voulez pas ou peut-être pour vous c'est pas un sujet, mais pourquoi ne pas avoir plus creusé la personnalité de ce personnage qui est mort et qui déclenche le livre? Pourquoi avoir... Ah, Ocho, Ocho, pourquoi? je l'ai dit un tout... Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, là, le premier chapitre était plus long et j'ai raconté une scène que j'ai déjà racontée dans l'autre Cocodías, qui était racontée un peu différemment. Parce que cet homme-là, donc, moi, il m'intriguait beaucoup. En plus, je l'ai vu une seule fois, mais c'était très émouvant, parce qu'il était déjà très malade, et à un moment... Je lui ai demandé s'il pouvait, comment il dansait le tango. Il a dit, écoute, je ne sais pas, est-ce que je danse bien? Non, je lui ai demandé, comment est ton tango? Il a dit, je ne sais pas, le bon ou le mauvais. En tout cas, il est le mien, c'est le mien. Et après, il m'a enlacé, puis on a fait quelques pas. Et donc, j'en parle un tout... Et tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était... Non, je l'ai enlevé, tout ce passage. Et je me dis, de toute façon, c'était un personnage qui était le personnage de cet autre livre, Cocodías. Celui-ci, c'est une sorte de suite et fin, en fait. C'est ça, non, oui. c'est une émanation. Presque. Oui. Et il faut quand même dire aussi, encore une fois, quelque chose. C'est pour ça que c'est un livre qui me plaît, parce qu'il est très fluide, il nous entraîne comme ça, notamment, qui se lit très bien, et en même temps, donc, il y a toute une construction très volontaire ou inconsciente, mais il y a quelque chose de très complexe en dessous. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce personnage de Cocodías, encore une fois, qui donc non seulement existe, mais qui fait son entrée dans le livre parce qu'il vous propose une sorte de pacte faustien. Tout à fait, oui. Mais ça, j'en parle dans l'autre livre. Oui, mais vous le citez aussi dans celui-ci. Oui. Il vous dit, je t'apprends à danser le tango, ce qui vous vexe évidemment un peu parce que vous estimez que vous savez danser. Je savais déjà danser, mais... Et en échange, vous devez écrire sur lui un livre, lui consacrer un livre. Donc c'est quand même assez... c'est étonnant comme proposition. Je t'apprends à danser, tu me transformes en personnage romanesque. Oui, tout à fait. Et vous réactivez cette relation pour ce dernier retour à Buenos Aires. Je parle du temps aussi dans ce livre et... Je parle un tout petit peu à Vargas Llosa, qui est un peu mon maître là-dessus. Parce qu'il dit, un écrivain, il peut faire tout avec le temps. Et moi, je me permets souvent, j'aime bien faire les sauts dans tous les sens. Il y a des allers-retours, beaucoup d'allers-retours. Oui, il disait que le temps, au fond, c'est quelque chose d'absolument chaotique, et c'est à l'écrivain de donner une structure au temps pour qu'il devienne intelligible. Parce que en fait, c'est ça le moyen le plus peut-être Irma connaît bien aussi Vargas Llosa, peut-être que vous allez le confirmer aussi. C'est vraiment, d'après Vargas Llosa, c'est vraiment la gestion du temps narratif dans les romans qui fait que un livre tient sur ses bases et happe la structure assez complexe de ces romans. Je pense à la Maison Verte. Là, il y a différents plans, pas seulement temporels, mais aussi des paysages et des langages. Il joue avec la langue espagnole de la côte de Piura, de la banlieue de Piura, même pas de Piura, et aussi de l'Amazonie, et notamment de Santa Maria de Nieva. Mais aussi, il peut, quelques années après, se pencher sur la bourgeoisie de Lima et les bars du centre-ville. Donc, c'est aussi impressionnant. Oui, non, c'est vraiment présent
quand on pense à la fête du bouc, où il y a aussi une gestion du temps absolument. Il a beaucoup appris, c'est ce qu'il a dit de Madame Bovary. Il a commencé à apprendre cette technique. C'est le plus grand flaubertien en France. Oui. Tout à Peut-être fait. tout. Il a payé hommage à Flaubert à plusieurs reprises. Oui. Peut-être par rapport au temps, justement aussi une citation qui va un peu dans ce sens, que j'ai puisé dans votre livre. Ce temps que nous traversons et qui nous traverse, qu'on le veuille ou non, et nous pousse vers la sortie, c'est-à-dire vers la mort. Donc là, il y a aussi, évidemment, c'est le mouvement plus mélancolique, moins pétillant. Je disais que c'est un livre très léger, mais en dessous, il y a un courant plutôt mélancolique, ou même un tout petit pas sombre, mais enfin réaliste, disons. J'allais dire, oui. Ouais. Et donc, il y a cette idée que, et là où je trouve que ça devient très émouvant, c'est que tous ces rituels, ces lieux que vous revisitez, les avenues que vous longez, le café, etc., c'est aussi une façon de retenir le temps et de repousser le moment où vous montez vraiment pour la dernière fois dans l'avion. Et là, il y a quelque chose, une densification comme ça, ou un ralentissement du mouvement que je trouve extrêmement émouvant. Et voilà, donc je pense que le livre vit à travers cette... ou nous fait vivre cette littérature à travers cette contradiction apparente entre cette légèreté à la surface et puis ce frein qui est un peu dans les profondeurs et qui dit quand même quelque chose de très vrai et de très universel. Très bien, là, c'est ça, merci. Voilà, et souvent, on va peut-être après passer à Hermann, mais il y a aussi cette idée de la cérémonie des adieux qui m'a fait penser évidemment à Simone de Beauvoir. Il y a quelque chose de cette presque chérissement, si je le dis d'une façon un peu exagérée, de ces moments-là où on se dit on les convoque, on les évoque encore une dernière fois pour les garder avant de partir. Une fin surtout très émouvante que je ne voudrais pas dire, mais je vous conseille donc fortement de lire parce que c'est vraiment un livre très beau et encore une fois très, très émouvant, je trouve. Merci, vous en avez parlé très bien. Merci Brina, merci beaucoup. Bon, on va donc continuer enchaîner avec Irma qui est donc... Pour ajouter que Vargas Llosa a suivi la tradition chez Madame Bovary, mais aussi Proust, de montrer au lieu de dire les choses, de faire la description. Donc, il a toujours défendu les pouvoirs de suggestion, l'ambigu parfois aussi. Entièrement d'accord, mais on va parler maintenant de votre livre. Vous avez donc publié ce titre, L'île de Fushia, je prononce bien. Fushia, oui. C'est un japonais, enfin un péruvien d'origine japonaise. Et vous avez publié donc votre livre qui est traduit donc en français par Françoise Aubès et qui est donc paru aux éditions Harpon de Sud. C'est un livre qui a été rédigé, qui a été publié une première fois il y a quelques années, qui a connu une réédition, donc d'abord à Lima, enfin au Pérou, et qui a connu, je crois l'année dernière, vous m'aviez dit, une édition, il y a 2 ans, donc une édition en portugais au Brésil, et qui vient donc de paraître dans cette belle édition Harpon de Sud, dont on va parler tout à l'heure. Alors en 2 mots, j'ai dit aussi tout à l'heure, que nous suivons le personnage principal qui s'appelle la protagoniste Christine, qui décide de partir à la rencontre, enfin de suivre les traces de ce personnage Fushia, qui a été le modèle du personnage de Vargas Llosa, et qui est évidemment décédé, parce que le voyage de Vargas Llosa remonte donc à 58. Donc ça fait, 58 et 62 à peu près. Et vous réussissez à localiser le fils, qui s'appelle aussi Juan Fushia, et le personnage principal. Alors là, encore une fois, je ne sais pas si je dis vous ou Christine, mais enfin, c'est un personnage, disons, de la narratrice, entreprend ce voyage. Et ce qui me plaît dans ce livre, dans cette démarche, c'est que c'est à la fois donc une quête, c'est aussi un voyage, c'est une initiation d'une certaine manière, et puis surtout, c'est un livre qui propose un bilan très factuel presque, mais d'autant plus intéressant. Il dit, voilà, le Pérou des années 50-60 face au Pérou d'aujourd'hui, enfin du 21e siècle. Donc, et qui
faisant cela, redessine un peu la frontière qui existe toujours, mais qui s'est déplacée entre ce qu'on avait appelé au XIXe siècle la civilisation et la terra nullius, enfin cette espèce de désert, cette tache blanche sur la carte. Cette frontière n'a évidemment pas complètement disparu, elle est toujours entre ce qu'on appelle les environs de Lima ou des grandes capitales latino-américaines, et puis notamment l'Amazonie, qui est un territoire, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à travers votre mention de la gestion du temps par Vargas Llosa. C'est aussi un territoire très particulier, l'Amazonie. Et voilà, donc c'est un livre qui propose aussi, qui suit un peu cette frontière telle qu'elle se déplace. Et je dirais que même avec l'évocation à la fin, mais on va en parler tout à l'heure, de la mort de Fuchsia, donc dans ces environs de Belém, pas la ville brésilienne, mais un faubourg d'une ville péruvienne, de Iquitos, on est en plein dans cette frontière entre la civilisation qui a basculé dans une espèce de monde enfin, il meurt dans les détritus, plus ou moins, enfin, dans les déchets de la civilisation, et en même temps dans un monde. Voilà, enfin, vous suivez cette frontière ou ce point de friction entre ces deux mondes. Je trouve le livre pose toujours cette simultanéité. Donc, encore une fois, si on parle du temps, il s'ouvre même sur cette simultanéité. Il y a à la fois la narratrice qui a des souvenirs d'enfance, et notamment des souvenirs de sa grand-mère. En même temps, elle passe un coup de fil à Sir Juan, donc fils du personnage. Donc là, on est vraiment au XXIe siècle. Et puis, ça serait peut-être ma première remarque, mais que je voudrais vous adresser sous forme de question. Le livre s'ouvre très intelligemment sur un souvenir de la narratrice qui se rappelle un petit événement, un serpent qui s'introduit dans la cuisine de la grand-mère, et la grand-mère, donc le serpent est tué. Et là, on est tout de suite dans cette espèce de dualité. Le serpent a évidemment une symbolique très chrétienne, enfin très Ancien Testament, et en même temps, il a une position tout à fait différente dans la cosmologie indienne ou autochtone. Donc il y a cette espèce je crois que Lévi-Strauss aurait parlé d'un signifiant flottant. Il y a quelque chose qu'on peut rattacher à ce serpent qui est à la fois très d'origine espagnole et en même temps d'origine profondément amazonienne. Voilà, je voulais savoir si vous aviez envie de construire votre livre au fond sur cette frontière-là. D'ailleurs, c'était un souvenir d'enfance. Il me semblait, à l'âge que j'avais, je ne savais pas, je ne me rappelle plus, 6 ans, 7 ans, s'il était vivant ou pas, à cause du vent. Le serpent bougeait. Oui, parce qu'il est pendu sur voilà, une corde. Voilà, c'était pendu, oui, comme ça. Donc c'est aussi évidemment un vrai serpent. Pour moi, c'était d'abord la peur. Si tu fais le serpent peut sortir, te menacer. La première image qui ouvre, c'est aussi un souvenir d'enfance. Et donc, je pense qu'il établit un peu la frontière, comme vous venez de dire, entre les autochtones et les autres, ou les métis, les gens des villes et les autochtones. Bien sûr, c'est aussi sous la fiction, mais je me rappelle bien que, en fait, il y a un fait vrai, une histoire vraie que ma mère m'a fait appeler. Elle était devant la maison, elle regardait la Plaza de Armas à Moyobamba. Au-delà de la place, il y avait une falaise et le fleuve Mayu. Et il y avait un couple, très probablement de Aguajún, qui provenait de l'Alto Mayo, et lui, il portait un pagne, et elle, avait les seins exposés et des colliers, et elle me disait, avec son accent amazonien, «Oi, ahí vienen los gentiles». Et ça veut dire les païens. Les mécréants. Les païens. Et je me suis dit, là, c'était la première ligne de frontière. C'était qui le païen? Et quelques années après, je me suis dit, mais j'ai étudié un peu plus l'histoire de la région. Je me suis dit, mais quand même,
ces Awahoun sont venus bien avant la famille de ma grand-mère et la grand-mère de ma grand-mère. Enfin, les étrangers, s'il faut le dire, je déteste ce mot, mais il faut le dire, ils sont venus après. Donc je pense que ça, c'est une première frontière qui se pose jusqu'à présent. Et l'autre chose qui m'intéressait en revenant sur Vargas Llosa était la question du canon littéraire. Parce que c'est vrai, on revient sur un personnage de la Maison Verte, Fushia, qui en réalité s'appelait Tushia, mais c'était parce qu'il y avait une histoire que j'ai apprise lors d'un voyage à Nieva comme consultante, sociologue, et c'était que la famille, les fils, et on disait à l'époque une de ses femmes principales, habitait là-bas. Son vrai nom était Zoila. Elle habitait en remontant le fleuve Santiago. Et ça m'intéressait surtout l'histoire de cette île qui est présente à la Maison Verte, de filles Awahoun qui étaient renfermées ou forcées d'habiter dans une île éloignée de Nieva, qui c'était la capitale de la région, c'est la capitale de la région Amazonas, forcées par Fushia, qui était là-bas, travaillait comme des servantes, mais aussi, en l'occurrence, c'était aussi des concubines. Et cette histoire qui faisait partie de la Maison Verte, je me suis dit, et pourquoi il y a tant d'histoires qui touchent les femmes dans le canon, dans l'œuvre de Vargas Llosa, qui font partie de la petite histoire autour des grands personnages. On ne s'est pas penché sur ces personnages féminins. Il y avait d'ailleurs une critique littéraire, Francesca De Negri, il y a 3 à 4 ans, peu avant la pandémie, qui nous a ouvert ce débat. Elle a dit, prenez le roman Conversation dans la cathédrale. Tout le monde parle de l'histoire de Zabalita, le jeune journaliste qui travaille au centre-ville, qui provient d'une famille huppée de la bourgeoisie de Lima. On parle de la dictature de Odría, mais on ne se penche pas sur un événement énorme, l'assassinat de la prostituée, la Moussa. Elle nous interroge. Mais vous vous rendez compte qu'on parle de l'assassinat d'une femme et ça ne fait pas partie des événements principaux du roman. Il y a même la célèbre phrase qui ouvre le roman Conversation à la cathédrale, qui fait l'objet d'intenses débats à l'époque, enfin aux années 90, aux années 80 au Pérou. En quel momento se había jodido el Pérou? À quel moment le Pérou s'était-il foutu en l'air? Même pour mettre en question l'origine même de l'interrogation. Mais pour qui le Pérou se serait-il foutu en l'air, non? Enfin, je pense que c'est un regard différent. Oui, en tout cas, il est absolument présent dans votre livre. C'était une des questions que j'allais vous poser aussi, c'est que vous vous penchez de façon très explicite et de façon tout à fait passionnante sur les destins de femmes dans le livre. Vous avez vraiment au point où on se dit effectivement c'est presque vous adoptez vraiment le contre-champ, enfin, vous prenez le regard, vous vous placez face à une façon de raconter l'histoire et vous la racontez vue de l'autre perspective. Il y a évidemment dans cette histoire d'île, de remontée du fleuve, il y a quelque chose qui est de l'ordre de Joseph Conrad aussi, non, qui est d'autant plus présent que vous décrivez le personnage de Fushia comme étant, enfin, à un moment donné, il se colore de roucou, de cette couleur rougeâtre, comme ça, pour... voilà, donc c'est quelque chose qui rappelle évidemment cette espèce d'ensauvagement presque du personnage, ça rappelle beaucoup Joseph Conrad. Et donc il y a aussi on a l'impression que vous déconstruisez un peu aussi cette histoire, parce que finalement,
Fushia, il a l'air, d'après les récits que font les gens, d'un homme, je crois qu'il est décrit comme un homme plutôt bien. Oui, bien avec ses serments. Oui, non, mais je crois qu'il était Mais même justement, c'est la mémoire. Mm. On revient sur la mémoire. Qui raconte l'histoire, qui a le contrôle finalement de l'histoire. Et lorsque j'ai parlé avec deux fils de Tushia, avec Soila, une femme déjà âgée qui habitait sur en remontant le fleuve Santiago, à Fortaleza, une communauté indigène à Huajún. D'ailleurs, c'était ses arrière-grands-fils qui... enfin, elle parlait l'espagnol, mais c'était ses arrière-grands-fils qui m'aidaient. C'était des interprètes, parfois, parce que... Enfin, elle rigolait beaucoup. Et j'ai parlé aussi avec un ancien professeur en retraite, qui était un gamin ou un adolescent, lorsque la mission de Vargas Llosa, lui-même, Vargas Llosa, l'année 58, il était un adolescent en train de venir, de venir en Europe pour la première fois avec Matos Mar, enfin des académiciens latino-américains. Et lui, il s'est rappelé de l'arrivée de Vargas Llosa, c'était un événement. Mais c'est ce que je veux dire, ce qu'est l'histoire. Dans le cas de Fushia, c'est le personnage de la Maison Verte, la légende obscure du patron du caoutchouc et la personne réelle, Juan Tushia. Là, les frontières ne sont pas claires, même pas pour Vargas Llosa, parce qu'il n'a pas rencontré Tushia. Il s'est rendu à 2 reprises, mais il a entendu des histoires atroces sur Tushia. Même qu'il avait kidnappé 2 filles, etc. Mais quand je parlais avec le prof en retraite, était un métis qui habitait à Nieva, au petit village, il me disait « Mais non, c'est un type calme. Mais non, c'était les Wambisa qui, enfin, étaient violents avec lui. Ah non, non, non. » Et il avait l'histoire aussi qui a été appris par un des fils de Soila, qui n'était pas le fils de Tushia, qui m'a dit que, enfin, l'origine, comment elle est devenue la femme de Tushia, c'était parce qu'elle était une gamine. Elle s'est baignée au canal, enfin, près du fleuve Santiago. Tushia l'a remarqué, il naviguait avec ses hommes. Il a fait stopper le bateau. Il est monté pour parler avec le père de Soila. Quelques minutes après, il est descendu et il a pris comme ça. Après, le fils m'a dit que Tushia a donné un fusil, une carabine en échange de la petite fille. Et là, c'était des liens de clientélisme entre le baron du caoutchouc et la tête d'une famille à Huajún. C'était des rapports de force épouvantables, bien sûr. Et dans ce rapport de force, les filles autochtones étaient les derniers. Il y a un essai de Marisol de la Cadena, le titre est « Las mujeres indias son más indias », c'est-à-dire les femmes autochtones sont plus autochtones, c'est-à-dire c'est le dernier parmi les derniers. Et, enfin, la valeur d'une petite fille, et je disais, mais un fusil, oui, quand même, c'est quelque chose. Mais écoutez, un fusil. Et ça aussi, ça m'intéressait. Maintenant, on dit non, mais enfin, c'est le passé, mais c'est le passé récent. C'est le passé récent, on parle de 1950. Ouais. Alors, il est décrit comme
pas par vous, mais enfin par un témoin comme un homme de bien, mais aussi par opposition à un homme qui n'est pas bien du tout et qui se trouve à porter votre nom. Il s'appelle, je sais pas, Miguel, non, Del Águila. Ah, il sort d'où celui-là? Ça c'est qui? Pourquoi s'il a... C'est pas l'histoire secrète d'une famille. C'est-à-dire, je profite des histoires pour faire la fiction. C'est pas la autofiction. Mais c'est vrai que je prends ici et là des histoires. J'ai entendu dire qu'il y avait en effet un Manuel del Águila. Je ne sais pas si c'est le même Manuel Águila dont Vargas Llosa a parlé à conversation à la cathédrale, et parfois c'est mieux de ne pas savoir. Okay. Mais je veux dire, sur la mémoire de le prof Métis, il disait... Mais c'est pas que Tushia avait acheté Zoila. Il a parlé avec le père, il a demandé la permission, il a parlé, il a utilisé les mots bonitamente, d'une belle façon. Oui, donc il a mis les formes. Si. Donc ça aussi, c'est on revient sur, je ne sais pas si parler du familier dans l'irréel, ou le contraire. Mais ça, c'est aussi je pense que ces genres d'histoires, au-delà de l'histoire de Tushia, de l'histoire de Zoila, c'est aussi l'actualité du pays, non? Bien sûr qu'on n'est plus, la plupart des cas, c'est difficile à penser, à répéter cette histoire, mais quand même, il y a 2 ans, le procureur de l'État a fait publier un rapport comme quoi, à la zone de Nieva et les alentours, y compris la communauté indigène de Fortaleza, etc., il y a eu, dans 10 ans, à peu près 500 cas de petites filles et de gamines qui ont été harcelées ou violées dans, la plupart des cas, les écoles publiques des professeurs. Non? Métis et à Wahun et One Piece. Et encore, on pense à la phrase de Marisol de la Cadena, las mujeres indias sont más indias. Comment, pour revenir précisément sur le livre, j'avais oublié de dire, mais on l'entend un peu, vous êtes aussi professeur de sociologie. Hein, quand même, je voulais le mentionner, je l'ai oublié, mes excuses. Mais voilà, vous l'avez montré brillamment. Mais ma question plus centrée sur le livre, c'est que à un moment donné, vous revenez sur la biographie de Fuchsia, et donc vous êtes amené, et vous ne livrez pas une description, je dirais, justement sociologique ou historique, vous le romancez vous aussi, c'est-à-dire comment vous décidez finalement de l'apparence que vous donnez à ce personnage qui est à la fois, qui a un pied dans la réalité, mais un pied dans le fantasme. Comment on écrit un personnage, un tel personnage, comment on l'écrit et le décrit aujourd'hui, peut-être vraiment d'un point de vue féminin pour le coup? Oui, d'abord qu'il soit vraisemblable, non? Vers la fin de sa vie, puisqu'il est mort pas de lèpre, comme Vargas Llosa l'avait imaginé à la Maison Verte, mais des varioles noires. Très probablement en arrivant à Iquitos. Je le fais dans ces derniers jours, se pencher sur le sort des filles qu'il a laissées dans cette, je ne vais pas être spoiler, mais dans une île au milieu de la jungle. Oui, c'est ma façon de lui faire une sorte de rendition de compte, si vous voulez. Oui, vous l'avez même, si je peux, alors, je ne sais pas si je spoil, comme on dit, mais sa vie se termine dans une mixture de boue et de verre, de sédiments et de résidus de pustules, de lentes qui éclosent sur le cuir chevelu. Donc c'est quand même très... C'est très visuel, c'est très parlant, mais enfin, c'est une écriture en même temps très fictionnelle pour le coup. C'est quelque chose de très... Vous mobilisez vraiment la... Et je vais aussi souligner le travail de traduction que Françoise a fait, parce que ce n'était pas seulement un travail, je pense, de traduire l'espagnol péruvien, mais l'espagnol de Lima et l'espagnol de l'Amazonie, là où c'est aussi
enfin, se cultive en sous-strate, si je peux dire, quechua, et aguajún, wampis et sadon. On travaille des recherches plutôt et d'interprétation, et que c'est malgré tout ça, ça garde une cadence, une musique fidèle au texte, ça c'est le défi, je pense. Alors il y a une chose qui est très belle, qui est très belle aussi parce qu'elle est surprenante, c'est que vous donc à travers, je crois que lui il a une faible pour les orchidées, et en tout cas ça vous permet de faire un dégagement, vous permettez de faire un dégagement, et il y a plusieurs pages sur cette orchidée qui s'appelle Cattleya rex, Cattleya rex, et que vous décrivez du point de vue botanique, que vous retracez l'histoire des personnes qui l'ont décrite d'un point de vue botanique pour la première fois, les voyages. Donc c'est très étonnant et c'est un très beau moment. C'est comme une espèce de livre, un texte à l'intérieur du texte, mais qui a une certaine autonomie presque, et qui est presque consacrée à la beauté pure de la nature. La beauté qui est, la Cattleya rex est devenue à la mode. C'est une fleur à la mode en Europe. La Cattleya, c'est Proust. Il y a le portrait de Proust avec une Cattleya rex. Mais la mode, c'est payé cher. Justement, on a déprédé l'Amazonie pour prendre quelques orchidées qui allaient se montrer dans les salons, de Londres, de Paris, de Madrid, je ne sais pas quoi. Donc c'est cette beauté qui est contradictoire, lorsque la beauté prend en prix des marchés. Là, il y a des gens il y a aussi la nature qui va payer. Ça, c'est un destin un peu comme le destin de l'orchidée qui va fleurir et peu après, quelques heures après, va mourir. Donc, c'est aussi la métaphore de... j'ai rencontré des biographies de gens qui ont commis les pires atrocités, pensez par exemple aux criminels de guerre, et qui pourtant étaient des gens assez sensibles dans le milieu social, à la famille, qui cultivaient, je ne sais pas, qui lisaient beaucoup, et qui... dans le milieu social, il était terrible, non ? Donc c'était cette émission aussi, parce que j'ai appris aussi que lui, effectivement, ça faisait part de sa biographie, il cultivait les orchidées dans son jardin potager, oui. Et d'ailleurs, à Saint-Martin, à l'Amazonie, c'est la fleur emblématique de la région Saint-Martin, oui. Donc c'est l'âme, si vous voulez, c'est les diables et c'est l'ange en même temps. Oui. Juste une autre parenthèse, parce que j'avais oublié de vous poser la question tout à l'heure quand on parlait de Mario Vargas Llosa. J'ai oublié de préciser qu'il a écrit, que le livre contient comme postface une lettre, je ne sais pas comment on peut, une lettre qui vous a adressée, donc vous lui avez envoyé le livre, il l'a lu. Dans quelle mesure il vous était important de montrer peut-être qu'il y avait son accord, ou qu'il y avait là aussi une sorte de dialogue à la fois entre les livres, mais aussi entre l'auteur et l'autrice C'est continuer un peu le jeu des dialogues avec la Maison Verte, mais aussi j'aurais voulu bien sûr parler avec Tushia ou avec Zoila. J'ai eu la chance de parler avec Zoila, la secrétaire qui lui a donné le manuscrit à l'époque. M'a dit que lui, il était curieux parce que lui-même, il s'est rendu à Nieva, il a voulu savoir plus de Tushia Fushia. Il a lu avec intérêt, je veux dire, avec curiosité. Donc pour moi, et moi aussi, je voudrais savoir quelle était sa réaction. Et j'ai entendu quelques mois d'ailleurs, puisqu'elle était très occupée. C'était l'année 2014.
Je pense qu'à l'époque, il s'est rendu en Bolivie, il est revenu au Chili, il est revenu, après il a pris l'avion et sur la marche, il a été très gentil d'écrire cette lettre, là où il a dédié des mots assez gentils au roman. Non, je pense qu'il a lu avec intérêt. Moi-même, comme la plupart des Péruviens, d'un côté, j'ai une admiration pour le romancier, pour l'écrivain Mario Vargas Llosa. Nous, c'est une figure incontournable de la littérature péruvienne, mais aussi de la vie intellectuelle et de la vie aussi politique du XXe siècle péruvienne, malgré les distances qu'on peut prendre vis-à-vis de ces parcours politiques des dernières années. Oui, alors je dirais vers la fin des sentiments partagés à cet égard. Est-ce que je peux dire quelque chose? Moi, j'aime beaucoup une phrase de Vargas Llosa qui dit que c'est beaucoup plus difficile d'écrire un bon roman que d'être le président de la République. Je le crois. Oui, oui. On n'a pas vu ce que ça donnait Vargas Llosa président, mais enfin, on voit que c'était un écrivain absolument formidable. Il a essayé contre Fujimori l'année 1990. Heureusement, on voit. Oui. Peut-être une dernière question, une remarque aussi où je vous inviterai à rebondir. Il y a une autre image extrêmement forte dans le livre et qui me paraît aussi peut-être réunir tous ces différents fils qui le parcourent. C'est le moment où vous allez dans le cimetière où on pense que ses restes sont probablement... Il a été enterré et ensuite on a éparpillé un peu les os pour faire de la place pour d'autres défunts. Et en tout cas, vous rencontrez un petit gamin qui met sa main dans la poche, qui dit « Tiens, je te montre quelque chose » et il sort une dent, une molaire avec un plombage en or. Et là, on a quelque chose qui est de l'ordre de cette... on est encore sur cette frontière-là entre la misère et l'abondance et la violence et un monde qui se désintègre et qui, en même temps, ce gamin qui essaie de se... Je trouve ça une image très forte. C'est une image, j'imagine que c'est une rencontre que vous avez eue ou... À vrai dire, c'est une image que j'associe beaucoup à Port-au-Prince, Haïti. Ah. Lorsque je suis allée la première fois, il y avait des bruits, des rumeurs comme quoi, oui, on faisait sortir l'exhumation des corps pour des rituels. On avait aussi pas mal de cérémonies, mais c'était des histoires, donc je n'ai jamais vérifié, je n'étais pas intéressée à vérifier, mais on disait que c'était lié au Baron Samedi, que c'est des lois du vaudou, mais il y a pas mal de histoires. Alors j'ai imaginé que ça pourrait se passer facilement à Iquitos. Ouais. En tout cas, c'est une image très forte et je pense qu'elle ancre vraiment toutes ces différentes contradictions qui deviennent sensibles, du coup. Merci beaucoup. Je vous en prie à vous. Irma, je profite de la présence d'Isabelle de Somme, qui est donc l'éditrice. Tu es l'éditrice d'Irma dell'Aglia, mais pas seulement d'Irma. Tu as fondé cette maison d'édition il y a... Je vais te laisser la parole. Il y a 4-5 ans, peut-être, je crois qu'il y a... En 2021, je crois. 5 ans, oui. D'accord. Il y a 5 titres, je crois, qui sont parus. Oui, oui. Et donc, alors j'ai regardé les chiffres, j'ai vu les chiffres de 24, pas de 25. J'ai vu que du syndicat national de l'édition, que évidemment, le marché n'est pas très porteur. En revanche, la littérature est plutôt, en tout cas en 24, la littérature était en progression. Disons, pour aller vite, c'est une situation mitigée, mais en tout cas pas forcément favorable. C'est pas facile, j'imagine, de se lancer dans le travail d'édition. Mais comme ta maison d'édition est vraiment spécialisée dans le monde hispanophone, mais en grande partie dans le monde latino-américain, je me suis dit que j'ai trouvé intéressant de t'interroger sur ce que ça signifie aujourd'hui de publier, de se lancer dans l'aventure de la publication de la littérature latino-américaine.
aujourd'hui en France. Et voilà, ta manière de procéder, à la fois de chercher les auteurs et les autrices, et comment tu mets en place cette aventure. Alors, ce qui est très spécial, c'est aussi qu'on est une toute petite maison d'édition. Et c'est surtout là qu'est la difficulté. C'est-à-dire qu'au début, je n'avais pas de diffuseur-distributeur, je viens seulement d'en prendre un. Et donc, il m'a fallu aller comme un marchand de tapis chez les libraires pour essayer de caser mes livres. Et donc, les libraires n'aiment pas les gens qui cherchent à leur laisser des livres en dépôt. Ils ne sont pas du tout favorables à la littérature traduite de l'espagnol. Donc j'ai eu des réactions du genre, alors j'expliquais que ma maison était vouée à publier des textes traduits de l'espagnol. Ils me disaient, mais pas seulement quand même. Eh bien si, seulement. Mais c'est la deuxième langue, je crois, non, qui est traduite en français. Non, après l'anglais. Oui, c'est possible. Il me semble. Je n'ai pas retenu ça, mais si c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Je suis pas sûr, ouais. Deuxième ou troisième. Mais n'empêche qu'il y a une telle prédominance du monde anglo-saxon et de sa littérature en France que ça paraît un projet stupide. Voilà, donc le fait d'être petit n'aide pas. Après, quand on est une grosse maison d'édition et qu'on publie de l'espagnol, c'est sûrement pas facile non plus. Il n'y a qu'à regarder les rayons des libraires pour s'en convaincre. Hein. Il n'y a quand même pas grand-chose dans le rayon espagnol et latino-américain d'une librairie de taille moyenne à Paris. En province, on n'en parle même pas. Alors, comment je fais mon projet, il y a un tas de manques quand on considère la littérature latino-américaine dans son ensemble. On voit bien qu'il y a beaucoup de manques, mais mon problème n'est pas là et mon but n'est pas de restaurer la justice, mais de faire ce qui me plaît. Tu parles sur le site de l'édition, il est question de, je cherche, tu parles d'une mosaïque auquel tu participes. Oui. Alors oui, c'est une mosaïque parce que je cherche pas, j'ai pas une ligne éditoriale précise, je cherche pas à ce qu'il y ait une unité thématique ni à parler d'un seul pays. Bon, il se trouve que pour l'instant l'Amérique latine c'est le Pérou parce que c'est un pays pour lequel j'ai une prédilection particulière et puis que je connais plus de Péruviens que d'autres latino-américains. Et que donc, en parlant avec les uns et les autres, j'ai des idées et des conseils. C'est des coups de cœur, donc quand tu dis tu ne suis pas de ligne, ce sont des... Alors, c'est soit des coups de cœur, c'est à la base des conseils ou des souvenirs de lecture. Par exemple, on vient de publier un recueil de nouvelles juste avant l'île de Fushia, qu'on a intitulé « L'art de traverser ». Et c'est une idée que j'ai eue qui repose sur une ancienne lecture. Il y a longtemps, j'ai lu à peu de temps d'intervalle 2 recueils de nouvelles. L'un de Félix Terrones qui s'appelait « Notas en un pasaporte » et l'autre de Nathalie Villena Vega qui s'appelait « Nosotros que vamos ligeros ». Et j'ai trouvé une telle magnifique correspondance entre ces 2 auteurs et leur style et leur thème et tout, que tout de suite, quand j'ai lu le deuxième, je ne sais plus par lequel j'avais commencé, mais je me suis dit, il faudrait faire une anthologie de ces 2 livres-là. Donc ça date d'avant la maison d'édition, je crois. Ça date de 2019 ou 2020. Et c'est ce que je leur ai proposé, et il se trouve que je les connais, ils vivent en France, je les connais, ils sont amis tous les 2, et donc l'idée leur a paru marrante. Oui, ils étaient d'accord. Puis je voyais qu'ils y croyaient pas trop, et j'ai un peu mener la chose jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, j'ai eu l'impression qu'ils y croyaient pas trop, comme s'ils n'avaient pas l'ambition de se faire connaître en France, en fait.
Donc en fait, c'est vraiment une collaboration entre auteur et édition. Oui, oui. On peut dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. Alors, ou avec, dans le cas de Eduardo Warag, qui est le deuxième livre qu'on a publié, Débarcadère, c'est Marie-Madeleine Gladieux, ma co-traductrice de ce livre, qui est l'amie d'Eduardo Warag et qui m'avait conseillé ce titre, en me disant, si le livre te plaît, on pourrait le traduire ensemble. Et donc on l'a fait, et c'était une jolie expérience amicale. Vous publiez combien de titres à peu près, ou vous cherchez à publier il y a un rythme de croisière ou... Un ou deux par an, pas plus. D'accord. Tout simplement parce que la base de mon projet, c'est que ce soit moi qui traduise. Donc là, on a une belle exception. Ouais. On a une belle exception parce que quand Françoise Aubès m'a amené ce projet, c'était elle qui traduisait, c'était clair, elle avait envie de le faire. Et donc, j'ai lu le livre en espagnol et il m'a tellement plu que je me suis dit que j'allais faire une exception et publier un texte qui ne serait pas traduit par moi. Mais sinon, la base de mon envie de monter cette maison d'édition, c'est l'envie de traduire. D'accord. D'accord, ça c'est Oui. intéressant, oui. Et l'envie de traduire, c'est-à-dire travailler avec des textes, et puis vient en second lieu presque la viabilité, enfin, disons la séduction qu'un texte peut exercer, peut-être en jouant sur des stéréotypes. En fait, tu ne penses pas forcément à la possibilité de le placer. C'est vraiment des coups de cœur personnels. Oui, Ce sont oui, des livres dont tu penses que ils ont leur... Alors, celui-là, c'était à la fois un coup de cœur personnel et je pensais bien mettre postface de Mario Vargas Llosa. Et là, on ne voit pas, mais il y a un bandeau qui cite un compliment que t'as fait Vargas Llosa et que j'ai mis en gros avec la signature de Mario Vargas Llosa en gros. Et c'est censé être comme ça chez le libraire et qu'on le voit bien. Celui-là, je me disais que peut-être on aurait une facilité à le vendre. Et donc tu dis... C'est la première fois qu'on publie la lettre depuis 10 ans. Ah oui. Ouais. Alors, la lettre n'est pas dans l'édition péruvienne. Espagnol, non. D'accord. Non, c'est un peu moi, on n'y avait pas pensé, c'est moi qui ai demandé à Irma, je peux publier la lettre, parce que ce serait bien de mettre préface de Mario Vargas Llosa. Et il avait donné la permission avant. Oui, mais d'ailleurs c'est dit dans la lettre. Ouais. Donc c'est un livre maintenant qui circule via un distributeur. Oui, un petit distributeur spécialisé dans les petits éditeurs, donc c'est une petite machine qui va lentement mais sûrement, donc on n'est pas encore... on n'a pas encore été lu par beaucoup de personnes, mais ça va venir, surtout que je surdiffuse, comme on dit, c'est-à-dire que je contacte mes libraires habituels pour leur dire bonne nouvelle, je suis maintenant distribué, vous pouvez lire le livre et le commander, et tout sera beaucoup plus simple que quand je vous faisais des factures. Donc ils sont contents, et voilà. Et si tu as des auteurs qui vivent en France, donc si j'ai bien compris, vous pouvez aussi tu peux faire vivre les livres à travers des événements que tu peux faire avec les auteurs. Oui, c'est pas si simple, parce que c'est des nouvelles, et que la nouvelle en France, c'est désastreux. Alors, autant ce livre ne va avoir aucun problème à trouver son chemin dans les librairies françaises, autant L'Art de traverser, ce magnifique recueil de nouvelles, vraiment c'est un très beau bouquin. Je crois que tu l'as lu, non ? Oui. Et aimé, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un très très beau recueil. Eh ben, on va avoir du mal. Il va falloir se donner beaucoup de mal. J'ai jamais compris pourquoi, mais autant en Amérique latine et notamment en Argentine, c'est évidemment un genre roi. Autant en c'est France, ça le problème. les éditeurs reculent. Et c'est un problème parce que bon nombre de très beaux textes latino-américains et espagnols sont des nouvelles. Et donc, en se privant de nouvelles en France, on se prive de toutes sortes de très beaux textes. Alors, j'ai bien compris que tu choisissais vraiment les textes un par un, mais est-ce que tu pourrais peut-être dire ce qui te plaît dans le panorama littéraire latino-américain, et ce qui peut-être manque en France par rapport à l'offre hispano? Est-ce qu'il y a des tendances qui te paraissent sous-représentées peut-être, ou des regards qui ne sont pas, ou des sensibilités qui mériteraient à être...
plus visible ici ou lu en Europe ou en France? Je ne sais pas. J'ai comme ça en tête justement des nouvelles du monde latino-américain qui sont étranges. J'aime beaucoup l'étrange. Et peut-être que c'est beaucoup moins répandu ça en littérature française. Je pense par exemple à Liliana Colanzi, la bolivienne, qui a écrit un texte qui s'appelle Nuestro Mundo Muerto, qui a été traduit, je crois, tout bêtement par Notre Monde Mort. Il y a une familiarité avec la mort c'est franc et sans détour, et on ne tourne pas autour du pot, et c'est parfois un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, et c'est envoûtant et étrange. Bon, il y a des autrices comme Mariana Enriquez ou Samantha Schweblin qui sont bien présentes. Non, je pensais que tu me demandais par rapport à la littérature française. Non, par rapport à la littérature latino-américaine. D'accord. Justement, pour oui, d'accord. Si tu penses qu'il y a quelque part, je dirais pas une niche, j'aime pas ce mot, mais s'il y a une tendance, une sensibilité qui manque. Qui te paraît, où tu pourrais te dire aussi, je m'inscris dans cette Non, je ne pourrais pas parler de ça comme ça. Je pense qu'il y a des auteurs qui manquent. Je m'étonne de voir des auteurs manquer ou être très peu présents. Par exemple, je pense, pour le Pérou, qui est ce que je connais le moins mal, je pense à Alonso Cueto. Il a 2 livres traduits. Il en a écrit 20, et dont certains ont donné lieu à des films, il a eu des prix. Enfin, je trouve, ce que j'ai lu m'a beaucoup intéressé d'Alonso Cueto, et je trouve qu'on pourrait en traduire quelques autres. Est-ce que dernière question, tu as un contact avec le CNL, le Centre national du livre, ou tu as non, une aide? Oui, pas encore, mais ça va pas tarder. Alors on dit normalement, je crois que c'est 5 ans, non, à partir, la viabilité d'une maison d'édition est à peu près acquise à partir de la 5e année, donc bonne chance. Merci. Espérons que... Merci beaucoup de votre attention.